à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Arrête, rends-moi mon argent! Le désendettement, c'est la liberté. Ils veulent des dettes, ils sont fous ou quoi? C'est quoi ça? Quoi qu'il en coûte. Remboursez. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. Hélas, mon pauvre argent! À son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron l'assurait « fini l'argent magique ». Force est de constater que la situation s'est aggravée. Mais le poids de la dette n'est pas une nouveauté en France, il colle à la peau de nos gouvernants depuis plusieurs siècles. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La dette, une passion française, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Nouvelles taxes, suppression de dépenses, on l'entend depuis des mois, tous les moyens sont bons pour renflouer les caisses de l'État. Mais la France dispose d'une autre solution. Comme un ménage, elle peut tout simplement céder ce qu'elle possède. Et l'an dernier, l'État français a décidé de vendre certains biens de grande valeur. Par exemple, un château du 19e siècle donnant sur le lac Léman pour 4 millions d'euros. Un hôtel particulier à Rennes, vendu 3 millions. Au total, 645 bâtiments ont été cédés en 2023 pour une valeur de 280 millions d'euros. Mais la méthode n'est pas nouvelle. Déjà au XIVe siècle, l'État vendait certaines de ses possessions, celles-ci beaucoup plus surprenantes. Pour ce deuxième épisode, on retrouve Jean-Marc Daniel, professeur spécialiste de l'histoire de la pensée économique et auteur de nouvelles leçons d'histoire économique. L'État s'est mis à regarder assez systématiquement ce dont il était propriétaire et de temps en temps, au fur et à mesure que le temps a passé, il s'est mis à en vendre des morceaux, il s'est mis à le louer. Et donc l'État, comme ça, se constitue un patrimoine avec cette idée que ce patrimoine est d'une certaine façon, comme pour tout acteur économique, une garantie pour les gens qui prêtent. À la fin des fins, si jamais il y a un problème, une partie de cet actif peut revenir au créancier. Alors c'est une illusion parce que personne n'imaginait que le Louvre, qui était à l'origine de la présence royale à Paris, pouvait être confié à des particuliers. De même aujourd'hui, et quand on fait le bilan de l'État, assez souvent on dit mais est-ce que vous croyez vraiment que la Joconde, qui est valorisée dans le patrimoine public, est susceptible d'être donnée à quelqu'un en disant écoutez voilà, vous avez tant de dettes publiques, donc on vous donne le tableau et puis circuler, il n'y a rien à voir. Donc l'État est un acteur qui a des actifs. Avant de comprendre pourquoi ces ventes d'actifs ont été nécessaires au XIVe siècle, il faut remonter un peu dans le temps. Nous avons quitté Philippe Auguste et sa nouvelle gestion du Trésor royal. Son petit-fils va largement peser dans la dette de l'État. Il s'appelle Saint-Louis. Saint-Louis, c'est quelqu'un qui est très pieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va être canonisé. Et donc, une de ses obsessions, c'est de se rendre à la croisade. Et donc, il va contracter des emprunts. Il va s'adresser à la finance italienne. Il va emprunter notamment à la principale maison génoise. Et ça va mal se terminer pour les Génois, parce que Saint-Louis ne veut pas gagner, ne va pas réaliser autant de butin qu'espéraient les Génois. Ils vont finir par faire faillite. Les croisades sont ruineuses, tout comme les reliques que Saint-Louis collectionne pour la Sainte-Chapelle. Saint-Louis va avoir d'abord la même obsession que Philippe Auguste, savoir exactement comment va la France, ce qu'est la France, qu'est-ce qu'il y a en France. Donc il lance une grande enquête. Le but de tout ça, c'est d'avoir une vision claire des capacités financières de l'État. Et surtout, Saint-Louis, c'est quelqu'un qui va expliquer à son fils, Philippe le Hardi, ce que doit être une bonne gestion. Saint-Louis va dire à Philippe le Hardi, celui qui encadre finalement dans ce domaine, comme en tout domaine, c'est Dieu. Donc si tu es trop dispendieux, si tu dépenses sans compter, sans réfléchir, tu seras là-haut puni, tu devras rendre des comptes. Et donc il y a cette idée que bien gérer les comptes, c'est à la fois conforter le consentement à l'impôt et satisfaire à une exigence morale. C'est le bon père de famille. Le souverain, on en revient à l'idée de Philippe Auguste, c'est le premier serviteur du royaume. Et donc, il faut bien se comporter. Être serviteur, c'est remplir une mission. Et donc, on va installer cette idée dans le fonctionnement de la monarchie. Ce trésor royal en difficulté, c'est Philippe le Bel qui va le récupérer. Le petit-fils de Saint-Louis va alors entamer une réflexion autour de la monnaie. La monnaie joue un rôle très important pour l'État parce que on aperçoit ça dès la plus haute antiquité, c'est-à-dire la monnaie, ça sert à faire des échanges et ça se substitue au troc. La monnaie, ça sert effectivement à fixer un prix. Quand vous avez la monnaie, vous avez une unité, et donc une unité de référence. Et si vous fixez un prix, vous pouvez comparer les biens. C'est-à-dire, vous pouvez comparer le litre de vin
au kilo de farine au travers du prix, et donc de faire vos choix sur la base d'une mesure objective. Et puis la monnaie, ça sert à préserver du pouvoir d'achat, c'est-à-dire si vous avez du troc, je reviens à mon exemple, le litre de vin, un kilo de farine, si vous échangez un litre de vin contre un kilo de farine, la personne qui récupère le litre de vin, elle n'est pas sûre que 6 mois après, elle a toujours du vin, elle peut avoir du vinaigre. Si vous avez 2 pièces d'or, vous avez toujours 6 mois après les 2 pièces d'or. Et puis, si vous avez un litre de vin et que vous voulez un kilo de farine, vous n'êtes pas sûr que la personne qui a le kilo de farine a envie d'acheter du vin, a besoin du litre de vin. En revanche, si vous avez 2 pièces d'or, tout le monde accepte les pièces d'or. Donc, la monnaie permet effectivement, par rapport au troc, d'être sûr que l'échange va avoir lieu. Et quel est celui qui pratiquement n'a pas grand-chose de physique et de tangible à donner et qui va pourtant acheter? C'est l'État. Grosso modo, l'État, ce qu'il a à vendre, c'est la sécurité, la gloire militaire, l'accès privilégié à l'ordre public. C'est assez immatériel. Et il va acheter de quoi nourrir le roi, de quoi équiper les militaires, de quoi fabriquer des armes. Et donc, il a besoin de la monnaie. Face à un système monétaire en crise, Philippe le Bel va émettre de nouvelles monnaies. Il y a clairement une inflation qui s'installe en Europe à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle. Et cette inflation, clairement, elle est liée à l'arrivée de métaux précieux de Constantinople. C'est-à-dire, le pillage, c'est en avril 1204. Et puis, donc, c'est la vraie quasi-destruction de cette ville, qui est le symbole à l'époque de la richesse, de l'intelligence, de l'héritage romain. Et donc, tout ça se déverse. Et donc, il y a une poussée d'inflation. Et puis quand Philippe le Bel arrive, l'inflation ralentit parce que la quantité d'or qui a été pillée à Constantinople a été déjà utilisée. Et donc Philippe le Bel dit je vais relancer l'inflation, cette fois-ci non pas en augmentant la quantité d'or, mais en donnant une valeur faciale à cette quantité d'or qui désormais est stable. Et donc il va y avoir tout un débat sur est-ce que le roi a le droit de faire ce qu'on appelle des réformations. C'est quoi une réformation? Il y a un stock d'or, mettons, il y a 100 pièces d'or. On dit aux gens, vous rapportez les 100 pièces d'or et on va vous en donner 120. Sauf qu'il y a la même quantité d'or. Simplement, les pièces qui affichent la même valeur, sur laquelle il y a toujours marqué le même nombre, elles pèsent moins. Et donc, on augmente la quantité de monnaie en circulation en diminuant la quantité de métal qu'il y a dans chaque pièce. Alors le résultat, c'est que on a une forme d'inflation, mais on a des périodes, quand on regarde, pour autant qu'on ait des listes de prix, on s'aperçoit qu'il y a une volatilité énorme. Il y a des périodes où effectivement, il réussit à donc avoir davantage de recettes fiscales, et puis au contraire, ça s'effondre. Et donc le bilan est assez négatif. La période qui nous intéresse donc se situe en pleine guerre, la guerre de 100 ans, opposant le royaume de France et celui d'Angleterre dès 1337. Le royaume en pleine guerre de 100 ans est devenu une des puissances les plus riches d'Europe, voire la plus riche d'Europe, pour une raison simple, c'est qu'il y a une démographie qui est très dynamique. La France est un pays qui se peuple, très peuplé. Pendant très longtemps au Moyen-Âge, chaque fois qu'il y avait davantage de gens, on considérait que c'était davantage de bouches à nourrir, et donc ça devenait un problème. On commence à voir apparaître, à cette époque-là, l'idée que davantage de gens, c'est davantage de gens qui vont travailler, et donc c'est davantage de production. Et donc c'est un royaume assez riche. Mais ça va très vite dégénérer. Alors ça va dégénérer, d'abord il va y avoir toute une période de peste, tout le monde connaît le 14e, 15e siècle, et puis alors la France va enchaîner les défaites militaires. C'est une catastrophe. Jean II, dit le Bon, est au pouvoir en France depuis 1350, et la guerre de 100 ans ne va pas tourner à son avantage. Le 19 septembre 1356, la France est défaite à Poitiers, le roi est fait prisonnier et emmené à Londres. Pourquoi Poitiers? On est à la frontière entre l'Aquitaine historique qui continue à être anglaise et la France qui veut grignoter sur cette Aquitaine historique. Et donc le roi Jean II est fait prisonnier. Et donc là, on en revient à la question initiale. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actif? Dans l'actif, il y a aussi les gens, des individus dans l'actif. Et donc là, dans l'actif du roi d'Angleterre, qui est Édouard III, c'est une bénédiction. Il y a enfin quelqu'un qu'on va pouvoir vendre. Le roi de France. Et donc, quand on regarde à peu près les sommes, on essaie d'évaluer tout ça, il réclame à peu près entre 50 et 60% du PIB de l'époque. C'est colossal.
Durant l'emprisonnement de Jean le Bon et les négociations, c'est son fils Charles V qui assure la régence. Il s'appuie sur les franciscains, donc, et c'est Nicolas Oresme. Et Nicolas Oresme va être le premier à publier un traité sur la monnaie. Donc il prend position clairement en disant on ne doit pas toucher à la monnaie. La monnaie, ce n'est pas le privilège du prince. La monnaie, c'est l'élément de travail du commerçant. Et donc, il faut préserver la monnaie. Alors, il y a des aventures avec Étienne Marcel. Donc, Étienne Marcel représente la révolte des commerçants parisiens. Étienne Marcel va négocier avec Oresme et Charles V. Il y a cette idée que les commerçants, d'une façon générale, le monde économique est prêt à une augmentation d'impôts pour payer la rançon, en échange de la garantie qu'on ne manipulera plus la monnaie. Une rupture claire et nette avec la pratique de Philippe le Bel. Et donc Nicolas Oresme va créer une nouvelle monnaie en 1360, en disant effectivement, donc il explique bien, on assignera les comptes publics sans toucher à la monnaie, et cette nouvelle monnaie sera sincère, elle ne mentira pas, et quelque chose qui ne ment pas, ça s'appelle quelqu'un qui est franc. Et donc on appelle la nouvelle monnaie le franc, parce qu'elle ne va pas mentir. Mais la somme demandée par les Anglais est si importante que Charles V doit trouver d'autres solutions pour payer la rançon. Il décide alors de vendre des actifs du royaume, et pas n'importe lesquels. Ce qui est intéressant, c'est que dans la reconstitution des réserves financières de Charles V, il y a le fait qu'il avait touché une partie du patrimoine. Et donc là, il y a une anecdote que j'adore, c'est que quand il a évalué ce qu'il pouvait le mieux vendre, ses conseillers lui disent « mais il y a votre sœur ». Et donc il lance une sorte d'appel d'offres en disant « si vous voulez devenir beau-frère du roi de France, c'est un statut privilégié et estimable, combien êtes-vous prêt à payer ?» Donc, on envoie des émissaires dans toutes les cours d'Europe. Combien vous êtes prêts à payer pour devenir beau-frère du roi de France? Alors, les têtes couronnées sont assez peu tentées, considérant que de toute façon, ça va de soi, il n'y a pas besoin de payer. Et alors, évidemment, c'est une forme de roturier. C'est Visconti qui contrôle Milan, qui dit « mais j'achète ». Et alors, pour la petite histoire, on lui envoie un portrait de la jeune femme. Et il dit, écoutez, j'achète, mais elle peut rester à Paris. Alors, elle a quand même fini par aller à Milan, puisqu'il y a eu des descendants. La vente de la sœur de Charles V, de la fille de Jean le Bon, va éponger les 2/3 de la dette qui a été contractée pour payer la rançon. C'est-à-dire que ça va représenter entre 35 et 40% du PIB de l'époque. Vendre une personnalité royale, c'est exceptionnel. Je parlais de Charles Quint. Charles Quint avait négocié aussi le mariage de sa sœur. On négocie le mariage au niveau royal avec des gens qui peuvent apporter un concours. Alors un concours sous des formes diverses. Donc sa sœur est devenue reine du Portugal. Elle s'est attachée à annuler un certain nombre de dettes publiques. Donc elle a contribué 2 fois à l'assainissement de la situation du Portugal. Une vente d'actifs un peu particulière et la création du franc, la situation économique de la France s'améliore donc. Là où Étienne Marcel et Nicolas Oresme avaient bien vu, c'est que la conséquence, c'est que la confiance se met en place. Et effectivement, on peut considérer, quand on regarde l'activité à Paris, pourtant qu'on ait là aussi des indications, on s'aperçoit d'abord que les prix se stabilisent, alors qu'on est en période de guerre, donc normalement, il devrait y avoir une poussée d'inflation par marché noir, les prix se stabilisent, la monnaie est reconnue en tant que telle. Charles V réussit effectivement à rembourser les emprunts qu'il a fait auprès de la population pour payer la rançon, mais son effort va être très vite dilapidé. On comprend bien que la guerre de 100 ans aura modifié sur le long terme la gestion des finances de la France. Aujourd'hui encore, l'État français procède donc régulièrement à la vente de certains de ses actifs. On a mis en place un bilan de l'État très tard, et même encore maintenant, l'État fait un bilan avec ses actifs et ses passifs, et personne ne le regarde de très près. C'est un travail austère que fait la Cour des comptes, que s'impose la Cour des comptes, sans que les gens regardent très bien ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que l'État peut vendre? Dans les années 80-90, il vendait ce qu'il avait nationalisé.
Madame Thatcher avait vendu toute une partie du domaine issu des nationalisations des travaillistes. Début de la privatisation effective de Renault. La cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes. L'État vend une partie de ses bijoux de famille et se sépare de parts qu'il détient dans le groupe gazier Engie. La privatisation de la Française des Jeux. Cette loi qui autorise le gouvernement à privatiser ADP. Donc il y a des entreprises comme ça. Ensuite, l'État détient donc du foncier. Donc il y a aussi un grand fantasme, c'est la vente de l'immobilier de l'État. Sauf que l'immobilier de l'État en France, à l'heure actuelle, c'est 43 milliards d'euros environ. La dette, c'est 3200 milliards. Donc, c'est pas en vendant des bureaux qu'on arrivera à résoudre le problème. Jean-Marc Daniel insiste, vendre des actifs, ce n'est pas la panacée pour solder la dette d'un État. Pour vendre, il faut avoir un domaine public qui a été constitué. Il faut voir à quel prix il a été constitué. Ce qui est, encore une fois, sur le plan économique, un enjeu, c'est est-ce que on vend beaucoup plus cher que le prix qu'on a versé au départ. Et ensuite, c'est one shot, comme on dit. C'est une fois qu'on a vendu, bon. C'est pour ça que l'idée, c'est véritablement, on ne doit pas utiliser les ventes d'actifs publics pour faire vivre le quotidien de l'État. Il faut véritablement l'utiliser. On diminue l'actif de l'État, donc il faut diminuer son passif. C'est une logique comptable assez traditionnelle. Moins d'actifs, donc moins de passifs. On utilise ça pour rembourser la dette. Merci à Jean-Marc Daniel pour ce récit passionnant. Demain, dans la suite de cette série, on s'intéresse à la Révolution française et à son lien avec la dette. Alors pour découvrir cet épisode, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, comme Spotify, Castbox ou Acast. Et si vous voulez nous écrire, je vous redonne l'adresse mail laloupe@l'express.fr. La dette, une passion française est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.